Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Mais avant de commencer, j'ai une annonce spéciale pour vous, chères croqueuses. Si vous avez envie d'un été qui vous ressource et d'une rentrée sereine, j'ai créé spécialement pour vous un challenge gratuit 21 jours pour une rentrée sereine. C'est 3 semaines pour vous accompagner et vous aider à préparer une rentrée plus sereine et épanouissante. Et pour vous inscrire, vous mettez l'épisode en pause et vous filez dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Et sinon, vous allez sur mon site internet www.versmonessentiel.com/VME comme vers mon essentiel, -6 challenge, -6 21, -6 jours au pluriel. Et vous allez retrouver ce super challenge de 3 semaines pour vous préparer et instaurer de super habitudes qui vont vous permettre d'aborder très sereinement votre rentrée de septembre. Salut Sarah! Aujourd'hui, c'est la 2e fois que je t'accueille sur le podcast Les Croqueuses. Il y a 2 semaines, tu étais déjà venue à mon micro pour partager un bout de ton histoire, un aspect que tu avais choisi d'évoquer. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va gratter sous la surface pour révéler tout l'or qu'il y a. Tu vas tout nous raconter. Peut-être que pour les auditrices qui n'ont pas encore écouté le premier épisode qu'on a enregistré toutes les deux, je te propose de te représenter brièvement pour que chacune puisse savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, etc. Alors, je m'appelle Sarah, je suis de Genève, j'ai 3 enfants. Je suis artiste en résilience et donc je fais de l'art avec de l'or. Voilà. Super. Donc dans cet épisode, Sarah, tu as choisi de nous parler d'un autre aspect de ta vie, aussi intense, et qui ont pu aussi être mis en lumière grâce à ce que tu as vécu par la maladie et ton corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce que tu as choisi d'aborder dans ce 2e épisode? La maladie a permis que je réalise que j'étais dans un mal-être profond. Déjà, physiquement, que mon corps, ça n'allait pas. Il me faisait bien comprendre que ça n'allait pas, rien ne va plus, faites vos jeux, rien ne va plus. Et donc j'ai dû me poser, en fait, comme je pouvais littéralement plus rien faire, donc j'étais en fauteuil roulant, j'étais alitée en quasi permanence, je pouvais plus lire, écrire, ni rien. Donc on est vraiment face à soi-même, dans le plus pur soi-même qui soit. On peut plus se cacher derrière le faire, derrière quoi que ce soit. Puis quand on est fatigué, on est ronchon, on est vraiment dans notre jus le plus pur. On n'a pas l'énergie de mettre des masques. Une fois que j'ai pu commencer à accepter ces limites physiques, j'ai réalisé qu'en dessous, il y avait des failles émotionnelles que je m'étais cachée à moi-même depuis longtemps et dans lesquelles j'étais assez dans le déni parce que c'était trop douloureux pour moi à vivre. D'abord est revenu le fait que j'avais vécu des attouchements avec mon père, donc il y a eu un inceste. Ça a été un élément fort quand c'est ressorti, j'étais vraiment sous le choc. Donc ça a été un gros bouleversement dans ma vie. J'ai dû travailler là-dessus par rapport à mon père. Ensuite, donc j'avais vécu un deuil par rapport à ma maman qui est décédée. J'ai vécu d'autres abus, donc mon père m'a aussi battue toute mon enfance. Ça c'était aussi, je me dis, oh, ça va, c'est pas grave. Mais en fait, mon corps me dit, si, c'est grave, ça me va pas du tout. Et puis j'ai encore eu d'autres abus d'autres personnes, aussi mon ex-conjoint qui a eu des violences sexuelles aussi. Donc tout ça, ça s'est mis bout à bout. Voilà, j'ai dû travailler sur ce gros dossier, on va dire. Ce gros dossier d'abus qui était principalement sexuel et physique. Après, j'ai dû commencer à faire la part sur l'abus que j'étais en train de vivre.
Mais j'étais pas consciente à ce moment-là, parce que je me dis, tout va bien. Je suis absolument formidable pour dire, tout va bien. Parce que la réalité est toujours douloureuse, donc on se dit, tout va bien. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi des fois, donc on voit que celle-là, le reste, c'est pas grave. Et ça, j'ai dû réaliser qu'en fait, de ces schémas d'abus que j'avais vécu avant, j'avais vécu tout un dysfonctionnement, une manière de survivre qui faisait que je vivais là, présentement, dans un abus. Différent, parce que il m'a pas battu, mais c'était psychologique et c'était presque pire parce qu'il y a des fois j'aurais préféré être battue, au moins ça se serait vu, j'aurais eu des bleus, mais là ça se voyait pas de l'extérieur, tout va bien, une belle famille heureuse, modèle, tout ça, c'est parfait, sauf que non, et j'étais très malheureuse et je pouvais en parler à personne. Le psychologique c'est vraiment compliqué parce que dans les mots, tout allait dans un sens d'encouragement et de dire mais je te soutiens, voilà. Mais dans les faits, on fait tout l'inverse en fait. On fait rien à la maison. À l'extérieur, on montre, tiens, je te tiens le bras, je te prends le bras, tout ça, je t'aide. Et puis à la maison, je faisais tout alors que j'étais dans un état au lit. Enfin, j'étais au lit en quasi permanence, mais c'est moi qui m'occupais quand même du budget, de faire à manger et tout. Donc c'était très compliqué. Et pour moi, c'était cette tension entre ce discours très cohérent, logique. On arrive toujours à trouver un truc qui, ah oui, c'est vrai. Et ma logique essaie de trouver une faille, mais dans les actes, en fait, ça se passait pas du tout comme ça. Et je ressentais cette incohérence, mais j'arrivais pas à pointer le doigt dessus, en fait. Et quand je pointais un peu le doigt dessus, je me disais non, mais quand même, t'es méchante de penser ça, t'es folle, parce que on remet en question nos propres émotions. On nous fait comprendre que ce qu'on ressent, c'est pas juste. T'as pas le droit de te sentir mal. T'as pas le droit de te sentir comme ça. Après tout, je ne te bats pas, je ne te trompe pas. De quoi tu te plains? Voilà. Et donc, j'ai dû prendre conscience de cet abus psychologique. Et ça, c'était plus dur, on va dire. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience, que j'ai réussi à passer ce schéma, puis finalement partir. Du coup, en fait, si je comprends bien, quand tu étais alité, tu as été forcé d'aller poser ton regard à l'intérieur de toi et là, tu as mis en lumière certains abus, certaines violences terribles que tu as vécues enfant. C'est comme si tu n'étais pas consciente de tout. Est-ce que, à l'époque, avant que ton corps te dise stop, tu avais conscience que ce que tu avais vécu enfant était interdit et ne correspondait pas à une norme, en tout cas, parce que c'est un échange qu'on a déjà eu ensemble. Est-ce que tu avais conscience de la violence que c'était déjà, ou est-ce que c'est une fois alité que tu as pris conscience de tout ça? Alors, pour les attouchements, tout ça, j'étais pas consciente en fait. C'était vraiment effacé de ma mémoire, donc c'est revenu que vraiment tardivement à ce moment-là, quand j'étais malade. Mais pour le reste d'être battu, oui, on sait que c'est pas bien, que c'est pas normal, mais en même temps c'est honteux, on ressent beaucoup de honte, donc on n'en parle pas. Et puis on se dit bon après tout je suis toujours vivant donc ça va. On relativise aussi, je relativisais beaucoup. J'ai dû prendre conscience que c'est pas rien et que surtout que ça avait créé en moi des manières de penser en fait, des croyances. J'ai travaillé beaucoup sur les croyances, c'est ça qui m'a beaucoup aidée, de réaliser que j'avais hérité de là beaucoup de fausses croyances, comme quoi j'avais pas de valeur, ou que je devais tout faire pour plaire aux autres, ou que moi c'est pas grave, on s'en fiche, ou que je ne peux pas faire confiance à mon instinct. Des tas et des petits tas de croyances, de fausses croyances sur lesquelles j'ai commencé à travailler petit à petit, une par une. On déroule la pelote un peu. C'est ça qui a permis de trouver le bout de la pelote en fait. Oui, c'est ça. C'est comme si il y avait une part de toi qui savait que c'était pas OK de vivre tout ça, mais qui l'occultait. Il y a même une partie qui l'a totalement oublié, comme tu dis. Et puis, il y a aussi le poids des émotions, de la honte ressentie, de la culpabilité, souvent, de quand on est victime d'abus, on se sent responsable et coupable de quelque chose, donc effectivement, on n'en parle pas. Et le fait là d'avoir mis le doigt sur ça, t'as pu aller dénouer
pour pouvoir te sortir de ces mécanismes dans lesquels involontairement tu t'étais enfermé avec tout ce que tu avais traversé avant, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, j'avais vraiment intégré que qu'on me faisait du mal, mais c'était pour mon bien. De dénouer ça, c'était compliqué parce que c'était tous des gens qui me voulaient du bien. On m'a battue, c'est pour que je sois bien élevée, que je sois bien dans la société, voilà que je sois bien élevée. Et aussi à la maison, mais oui, c'est pour mon bien, mais enfin, je veux ton bien. Et du coup, moi, je croyais aussi tout ça. De réaliser que j'avais toutes ces croyances, ça m'a illuminée. Je dis, ah, mais ce sont au final que des croyances que j'ai intégrées profondément. Donc, on va, avec mon corps, en renouant avec mes émotions, en renouant avec mon ressenti physique, corporel, on va aller dénouer tout ça et sortir de ces schémas. Parce que j'étais pas consciente d'être dans un schéma, en fait. Du coup, ça m'a permis de me dire, ah, je suis dans un schéma, je prends conscience des choses, et voilà, on travaille dessus, petit à petit, on va y aller, on va s'en sortir. Ouais. De ce que j'entends, c'est vraiment la période où tu étais le plus malade, le plus limité physiquement, que ton corps t'a forcé à cette reconnexion avec toi, avec ton histoire, avec tes émotions, et que finalement, c'est tout ça qui t'a permis de t'en sortir et de stopper ces mécanismes et ces schémas dans lesquels tu étais enfermé. Tout à fait. Mais c'est en acceptant de me reconnecter à mon corps et mes émotions. Et ça a été difficile parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses enfouies, mais j'avais très peur de ce que j'allais y trouver. Donc, oser faire ce recontact à soi-même, à mes émotions, à mon corps, quelque part, c'était une décision, et même une décision à prendre tous les jours, on va dire, d'oser, allez, je me reconnecte, je ne fuis pas, voilà, d'affronter en fait les choses. Et souvent, on s'en fait des monstres, mais en fait, c'est pas si terrible en fait. À chaque fois, j'étais étonnée que quand ça ressort, ça va en fait, c'est gérable. Alors oui, c'est pas facile, mais c'est gérable. C'est nous qui nous faisons des monstres dans la tête aussi. Est-ce que, en plus de ce chemin que tu faisais tous les jours, d'accepter de te reconnecter, est-ce qu'il y a eu des personnes extérieures ou des techniques, tout ça, qui t'ont aidé, toi, à t'en sortir? Alors j'ai pratiqué un peu beaucoup de choses, donc c'est un peu un melting pot. Hein. Je liste un peu tout ce qui m'a aidé dans tout ça. Parler des émotions, je ne savais pas les nommer. Je savais pas ce que c'était. Je ressentais beaucoup de choses, je savais pas les nommer. Donc de les visualiser, de ressentir, visualiser pour les nommer ensuite. Donc ça c'était une chose. De faire du journaling aussi, d'écrire sans retenue, sans se censurer, moi qui me censurais tout le temps en fait dans mes pensées. J'ai fait de l'EFT aussi pour m'aider à calmer mon système nerveux, recentrer. Ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour sortir les croyances que j'avais et les émotions liées aux croyances que j'avais et reformuler positivement en installant d'autres. C'était mon système nerveux qui était vraiment très en hypervigilance en permanence. Ça m'a beaucoup aidé pour calmer et pour reconnecter au corps et faire le lien justement entre les croyances et le corps, on va dire. De prendre des bains, de me reposer, de m'accorder du repos en fait. Une fois que je suis partie, j'ai quitté mon mari, j'ai aussi eu un suivi psychologique. Donc ça m'a aussi aidé. C'était super important parce que pour moi, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas encore si c'était normal ou pas. J'avais tellement normalisé beaucoup de choses qu'il me fallait quelqu'un d'extérieur pour me dire non mais ça, non, c'est pas normal en fait. Mais parce que voilà, je ne savais plus en fait. Vraiment, mon thermostat était très déréglé. Je ne savais pas qu'est-ce qui est normal ou pas. Et donc, il m'a fallu vraiment un contexte extérieur et puis aussi avec d'autres personnes, avec des amis que j'ai commencé à me faire. Aussi des lectures que j'ai fait, de me réaliser, ah, mais ça, non, ça se fait pas. Ou ça, ah, ça, c'est ce schéma-là. Donc, je comprends mieux. Et puis, bon, quand j'ai commencé à pouvoir relire, voilà, j'ai pu aussi lire des livres, des éléments voilà, qui m'ont aidé aussi dans le chemin. Et puis, surtout, là, l'art, évidemment, j'ai vraiment fait même une expo avec un peu tout le chemin, toutes les choses que je pouvais pas dire, mais que j'ai
mis sous forme de tableau pour exprimer un peu ce que je ressentais, ce que je vivais à ce moment-là. Et je me disais, peut-être un jour, ça parlera à quelqu'un et ça encouragera quelqu'un. Et donc, c'est aussi là que ça a commencé, en fait. C'était une art-thérapie déjà pour moi, mais c'est là que ça a commencé de me dire, mais j'ai envie d'aider d'autres. Je me suis sentie tellement seule à ce moment-là. Je me disais, peut-être un jour, ça aidera quelqu'un. Parce que je comprends, je suis passée par là. Et peut-être ça va juste donner ce petit truc à dire, ah oui, moi aussi, je ressens ça. Je suis passée par là et donner de l'espérance. C'est beau ce que tu dis parce que toi, t'as pas eu cette chance d'être entourée et t'as ressenti cet isolement. C'est aussi le propre, dans la majorité en tout cas, des relations toxiques. La personne qui isole son conjoint, son partenaire, pour aussi pouvoir garder cette emprise-là. J'entends aussi dans ce que tu partages que quelque part, quand tu as accepté toi de te reconnecter avec toi, avec toutes ces parts de toi qui ont été blessées et qui ont été bafouées aussi dans ton enfance, tu as accepté finalement la réalité dans laquelle tu t'étais un peu enfermé sans le vouloir, hein, avec cette relation toxique, et tu as accepté d'y mettre un terme, de dire stop pour te retrouver toi et prendre ce risque alors qu'à l'époque tu étais quand même très invalidée physiquement parlant. En fait, je me sentais tellement mal, j'ai dit soit je divorce, soit je me suicide. J'en étais arrivée là, et dans ma conception des choses, c'était hors de question que je divorce. Du coup, je préférais me suicider quelque part. J'ai une foi assez profonde, et j'ai ressenti, il me disait, mais moi je veux que en fait, tu te suicides déjà depuis un petit feu depuis des années. Moi, je veux que tu vives. Et du coup, j'ai réalisé que quelque part, en étouffant tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, ça m'amenait dans un processus de mort, en fait. Et du coup, qu'il fallait que je trouve le courage de plus amasser tout ça en moi et le retourner contre moi, et que je sorte les choses et que je sorte de moi-même pour aller vers quelque chose de vivant. Et pour moi, partir, ça a été me choisir, dire oui à la vie. Mais en même temps, j'en pouvais tellement plus que j'avais plus rien à perdre. Mais c'était un gros défi parce que oui, du coup, j'avais pas de revenus, j'avais pas de logement, je laissais mes enfants chez mon ex, j'avais plus d'amis. C'était un gros défi, mais en même temps, j'étais arrivée à un point où j'avais plus rien à perdre quelque part. Et en même temps, je voulais vraiment faire ce choix de choisir de vivre. On a l'impression de tout perdre, mais je sentais qu'au fond, j'allais tout gagner. Mais c'était un pas de foi, hein, vraiment de dire, ok, là, je me lance. C'était vraiment le saut dans le vide. Je suis pas tombée, enfin, je suis tombée, mais vraiment sur un petit matelas, plein de plumes. Les choses se sont ouvertes. J'ai fait confiance, en fait, à la vie. Et j'ai des amis qui m'ont hébergée. J'étais sans domicile pendant 6 mois. Mais c'était royal, en fait. Vraiment, j'ai commencé à vivre dans une abondance. Et plus je m'ouvrais à l'abondance et aux miracles et aux choses qui peuvent s'ouvrir, plus je le vivais. Et ça, c'était fabuleux. Mais il a fallu, voilà, faire un peu ce saut dans le vide. Mais j'étais récupérée avec beaucoup d'amour. Et je vis ma meilleure vie. Donc c'était la meilleure décision. Ouais, c'est beau ce que tu dis, cette foi que tu avais, cette certitude au fond de toi que tout irait bien et que de toute façon c'était ça que tu devais faire en fait et que c'était vers là que tu devais aller, même si d'un point de vue purement analytique et raisonnement, eh bien tout te disait le contraire, mais toi tu savais au fond de toi, tu l'as fait et aujourd'hui tu le regrettes pas. Ah non, même mes enfants me remercient. Parce que ma fille, la petite, elle m'a dit, mais maman, ça faisait des années que j'étais pas bien, j'étais mal, mais je le savais pas. Et le fait que je libère la parole, ça a pu libérer pour elle aussi la parole. Elle a eu aussi son suivi psychologique et tout, mais elle a pu, voilà, réaliser qu'elle était pas bien et puis voilà, faire quelque chose avec ça. Et donc ça m'a libérée, mais pas que moi. En fait, ça fait boule de neige sur mes enfants, mon entourage. Et des fois, on se dit, mais c'est égoïste de partir ou comme ça, pense aux enfants, tatati tatata. Mais les enfants sont vraiment des éponges, ils absorbent de tout et ils sentent bien que ça va pas. Ils le savent et ils se sentent mal. Et donc, pour eux, de dire, mais maman, au moins maintenant tu es heureuse. Et pour les enfants, de voir leur maman heureuse,
mais c'est le monde. Et donc, ils aiment leur papa, c'est pas la question, mais ils ont une maman heureuse, une maman qui s'est levée, qui sait dire non, qui se positionne, qui ose sortir des schémas de ce qu'on a toujours attendu. J'ai rempli un rôle qu'on m'a attribué, j'ai toujours fait bien. Et pour montrer aussi aux filles, pour moi c'est important de leur montrer, mais ne rentrez pas juste dans des rôles, faites ce que vous avez vraiment en vous, mais c'est pas pour vous mouler dans un rôle. Ne faites pas ça. Et de montrer l'exemple que, ben non, on peut suivre nos rêves, on peut être épanoui, on peut être bien. On peut pas être bien pour les autres si on n'est pas déjà bien pour nous-mêmes. Donc, remplir notre vase en premier, c'est important. Tu prônes une convaincue. Moi, j'ai dit toujours que c'est montrer par l'exemple aussi, et en te libérant toi, t'as libéré tes enfants. En prenant soin de toi, t'as montré aussi à tes enfants qu'ils avaient le droit d'en faire de même et que surtout c'était eux leur priorité. Mais quel courage! Oui, c'est ça, de leur dire, mais ce que vous ressentez est important. Moi, on me l'a nié. Et je vais dire, mais maintenant, ce que je vis est important, ce que je ressens est important. Vous, ce que vous vivez est important. Faites votre chemin. Bon, ils sont grands maintenant, ils sont tous majeurs. Donc, c'est l'étape où ils doivent prendre confiance en eux et s'envoler et prendre leur envol. Donc, c'est super important, justement, qu'ils aient cette confiance en eux, qu'ils vont prendre les bonnes décisions, puis même s'ils se trompent, c'est pas grave, et de développer cette résilience justement en eux-mêmes, à eux de pouvoir développer ça en eux, et de le vivre moi, je le vis pour moi-même, mais ça les inspire pour eux, ça les encourage pour eux. Oui, bien sûr. Comme on est au bout de l'interview, est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que tu es différente aujourd'hui de celle que tu étais avant? Alors avant, j'étais dans le devoir, 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 il faut présenter bien, il faut être bien, très bien. Et maintenant, je mets beaucoup plus en emphase sur le plaisir, sur la joie, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui est important pour moi et sur le fait de goûter la vie à pleines dents, comme du caramel au beurre salé. Ça, j'aime bien. Tu dégustes ça, c'est sucré, puis en même temps, il y a un petit goût de sel comme ça. C'est le petit sel de la vie. Et c'est ça qui te donne ce petit spicy, ce petit jus. Et puis, ouais, moi, je m'épanouis. Maintenant, je suis épanouie. Je suis en chemin de guérison encore, toujours. Mais je suis tellement bien, je voudrais revenir en arrière pour rien au monde. Génial, génial. C'est vraiment beau et très inspirant ce que tu partages là, Sarah, par rapport à tout ce par quoi t'es passé, ce corps qui t'a forcé à regarder, ce corps qui t'a forcé à dire stop et à dire oui à la vie. Je trouve ça magnifique et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait le choix ensemble d'en faire 2 épisodes. Et si tu devais conclure sur ces 2 épisodes-là et ces 2 aspects qu'on a évoqués avec ce corps qui t'a limité pour te permettre autre chose aussi derrière, pour te révéler à toi-même, avec un mot ou une phrase en lien avec cette vie à laquelle tu as dit oui, ce serait quoi? Le corps est notre meilleur ami et allié. Et tu peux faire confiance à ton instinct. Ah, génial. Je pense que ce sont vraiment les choses les plus importantes. Ok. Et bien, j'ai envie de te proposer le fameux quiz gourmand de fin de podcast. Est-ce qu'il y a une autre gourmandise que le caramel au beurre salé qui te fait les yeux doux et à qui tu ne peux pas résister? Alors moi, c'est le chocolat. Hein. Quand ça va pas, j'ai besoin de mon petit carré de chocolat. C'est l'incontournable. J'ai toujours du chocolat chez moi. C'est un excellent antidépresseur naturel. Je confirme. Dans un repas de famille, quel est le moment que tu préfères? Est-ce que c'est l'apéro? Est-ce que c'est l'entrée, le plat principal, le dessert ou le petit café de fin de repas? Alors je dirais le café, parce que c'est là que les confidences se font. Parce qu'on est posé, on a bien mangé, on est posé, et là, on parle à cœur ouvert. Important, sans compter que j'aime le café. Ben justement, j'allais te demander,
quelle était ta boisson favorite? Ben, je dirais ce que j'aime le plus de plaisir à déguster, c'est le vin quand même. Ok. Et si tu devais nous donner un plat exotique ou peut-être épicé que tu aimes, ce serait quoi? Je dirais les empanadillas. C'est un plat espagnol, mais c'est pour mes origines espagnoles, du côté de ma maman. Donc, ce sont des petites poches d'un pâte feuilletée avec du thon, de la tomate, des pignons. Et c'est succulent. Eh bien, je suis certaine qu'il y a des croqueuses qui vont aller chercher la recette et qui vont en faire ou alors se ruer sur le resto espagnol du coin de la rue pour aller déguster aussi. Super, un immense merci Sarah pour ta transparence, ton authenticité et ta puissante vulnérabilité aujourd'hui que tu nous as révélé dans ce deuxième épisode à nouveau qui vient pour l'instant, en tout cas, clôturer ton histoire et peut-être, qui sait, que je te retrouverai pour un autre épisode. Et est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, tes références de sites internet, de comptes sur les réseaux sociaux éventuellement, pour pouvoir te retrouver et retrouver aussi toutes les créations que tu fais? Oui, alors on peut les retrouver très facilement sur artkintsugi.com, donc art avec un T, kintsugi. Sur Instagram aussi, @artkintsugi avec un tiret en bas. Super. Eh bien, je mettrai de toute façon tout ça pour que les croqueuses puissent te retrouver facilement en cliquant dans les notes de l'épisode. Merci encore du fond du cœur, Sarah, pour être venue témoigner 2 fois à mon micro. Merci Pauline, vraiment c'est un plaisir. C'est un défi, mais vraiment un plaisir. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.